Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour En Campagne, votre rendez-vous politique proposé par Val de Loire TV et la Nouvelle République pour vous permettre de suivre la campagne des élections municipales au plus près en plateau avec moi. Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Emmanuelle Pavillon, directrice départementale de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour Mickaël. Et nous accueillons pour cette nouvelle émission Henri Alfandari. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire et candidat Horizon pour les municipales à Tours. On va jeter un œil sur les candidatures déclarées pour l'instant à Tours. Au total, 9 listes, puisqu'il manque la liste Lutte ouvrière, avec à droite, comme on peut le voir avec vous, plusieurs autres candidatures. Ça sera notamment l'objet de certaines des questions qui vous seront posées. Avant de découvrir et de nous donner le sens de votre candidature, on va faire un petit tour d'horizon de questions politiques. Et on commence avec vous, Emmanuelle. Bonjour Monsieur Alfandari. Alors, vous avez démarré cette campagne plutôt avant les autres. Vous visiez une candidature d'union à droite et puis ça s'est corsé. Vos soutiens vous ont lâché les uns après les autres. Pour le coup, la première question est évidente, c'est allez-vous vraiment aller jusqu'au bout ? Est-ce que Tours peut compter sur vous le 15 mars dans les urnes ? Écoutez, Tours peut compter sur moi, mais surtout les Tourangeaux qui peuvent compter sur mon engagement, puisque si je suis là, c'est parce que notre ville décroche, parce que ceux qui étaient conseillers municipaux n'ont ni imprimé, ni exercé suffisamment bien le pouvoir pour pouvoir y rester quand ils ont exercé les responsabilités. Mais vous êtes plusieurs à dire ça, à droite notamment, et il y a eu cette défection de quelques personnes. De vos soutiens, Thibault Coulon, oui. Pierre Commandeur, oui. Et Benoît Pierre, pour commencer. Oui. Et puis il y en a quelques autres. On en revient, vous savez. Mais c'est des gens qui comptent. C'est des gens qui ont été élus et qui ont exercé des mandats. Ils les ont exercés en étant en responsabilité, pour certains d'entre eux, sur le mandat de Serge Babary, et puis ils les ont exercés dans le mandat d'opposition. Si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ces gens étaient incapables de se mettre d'accord pour faire une union et une candidature sérieuse à la mairie de Tours. C'est là où j'ai décidé d'être candidat, parce que je suis né dans cette ville, je n'aime pas son déclin, et puis par ailleurs aussi parce que je considère qu'une ville-centre, elle nourrit tout un territoire et que si la ville-centre n'avance pas, c'est toute la Touraine qui va décrocher. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc maintenant, aujourd'hui, Christophe Boucher a réuni autour de lui des gens qui veulent continuer à avoir des postes. C'est un slogan, cette union de la droite et du centre, puisque déjà Horizon n'y est pas, c'est un parti de droite, donc il n'y a pas d'union en soi, factuellement. Et puis surtout un slogan de parti et d'individualité, qui, comme d'habitude, pour masquer leur désaccord, se retrouvent au moment des élections. D'accord, alors vous étiez, une véritable union. Vous étiez présenté, M. Alfandari, comme le candidat qui devait être le candidat de l'union à droite. J'ai essayé. Finalement, vous êtes plutôt celui quand même d'une désunion, c'est ce qu'on constate. Or, est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de faire perdre la droite alors que vous décrivez une situation cataclysmique ? Si le bilan est si mauvais, il ne fallait quand même pas se réunir ? Écoutez, moi, quand j'ai été candidat aux législatives en 2022, on disait que j'étais celui qui ferait la désunion et qui ferait perdre la droite. J'ai été élu aux législatives. Donc tous ces discours-là qui consistent à enjamber le premier tour d'une élection, à enjamber ce qu'un candidat, une équipe peuvent proposer à leurs concitoyens pour les convaincre de leur confier des responsabilités, pour s'occuper de leur quotidien, eh bien ça, c'est pas mon sens de la démocratie. Et par ailleurs, mon engagement politique, il y a un moment, c'est de tenir des valeurs, d'être clair dans ce qu'on dit et d'être constant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, que de temps en temps, il faut savoir modifier ce que l'on fait. Mais en revanche, il faut de la cohérence et de la constance. Ce n'est pas ma manière de faire de la politique. Alors je vous rassure, on ne va pas enjamber le premier tour, on va développer de nombreuses thématiques. Mais juste, on se projette un peu sur le second tour. Que ferez-vous au second tour ? Christophe Boucher est-il revenu vers vous après votre proposition d'un accord de désistement entre vous deux en faveur de celui qui serait arrivé en tête ? Non, à l'heure où on se parle, je n'ai pas de retour de Christophe Boucher sur cette proposition. Vous avez fait une proposition en décembre, on le dit pour ceux qui nous regardent, qui restait lettre morte. Alors. Qui me semble être cohérente vis-à-vis des électeurs de la droite et du centre, ou tous les électeurs qui veulent un changement et qui veulent battre Emmanuel Denis, c'est de dire celui qui est derrière au premier tour doit se désister purement et simplement pour celui qui est arrivé en tête afin de faire gagner cette liste. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse de Christophe Boucher.
on peut se poser la question de savoir si sa priorité est d'être candidat ou de battre Emmanuel Denis. Alors, vous venez de nous dire qu'il faut être constant. Oui. Est-ce que vous n'avez pas un petit sentiment quand même, au début de tout ça, de trahison vis-à-vis du Lochois? Vous y avez été maire, vous y avez été conseiller départemental, député, vous venez d'en reparler. Et puis plus rien, vous passez à Tours. Alors, je ne vois pas le plus rien dans ce que vous êtes Vis-à-vis du en train de Lochois. dire. Et par ailleurs, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Depuis le début, j'ai emmené l'ensemble de mes dossiers, dans l'ensemble de mes mandats. Tout mon combat est de faire avancer le territoire, faire avancer la ruralité pour que la ruralité ait un avenir, comme l'ensemble de nos quartiers dans la ville doivent avoir un avenir, et que quand vous prenez des responsabilités, vous le faites pour être utile et être efficace. Et il faut se poser la question de l'endroit où on est le plus utile et le plus efficace. Aujourd'hui, faire en sorte que la ville-centre fonctionne, qu'elle fasse avancer la métropole et que la métropole fasse avancer l'ensemble de la Touraine et la continuité de mon engagement. Et en rien, je ne laisse mes électeurs de côté. J'assumerai toujours mes responsabilités vis-à-vis d'eux, comme j'assumerai l'ensemble des dossiers et du travail que j'effectue depuis le départ. Tout ça, c'est qu'une ligne, qu'une seule cohérence. Alors, justement, si dissolution il devait y avoir, puisqu'on en réentend parler ces jours-ci, où serez-vous? Est-ce qu'on pourrait compter sur vous potentiellement sur Loges, potentiellement sur Tours, pour ces législatives, ou bien non? Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je ne chasse ni les mandats, ni les indemnités. J'ai été très clair sur le fait que la priorité, c'est Tours, pour faire avancer la totalité de la Touraine. Après les municipales, que éventuellement vous n'ayez pas gagné, ce qui peut arriver, ce n'est pas du tout... Ça fait beaucoup de si. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de parler aux Tourangeaux de leur avenir, de l'avenir de leur ville. Et je me suis déjà exprimé sur le fait que je ne serai pas candidat en cas de dissolution. D'accord. Allez, on va s'intéresser à votre candidature, avec tout d'abord un mot sur les résultats des dernières élections à Tours. Si on commence par les municipales, par exemple, Emmanuel Denis l'avait emporté face à Christophe Boucher et Benoît Pierre, qui étaient arrivés, c'était le trio arrivé au premier tour. À la présidentielle, c'était Emmanuel Macron face à Marine Le Pen et Mélenchon, qui était arrivé en troisième position au premier tour toujours. Et aux législatives, au deuxième tour, Charles Fournier, Europe Écologie Les Verts, l'avait emporté face à Benoît Pierre. Vous êtes candidat, c'est bien, le défi c'est souvent celui aussi de la notoriété. On a voulu savoir si vous étiez connu à Tours, et pour ça nous avons réalisé un micro-trottoir que je vous propose de regarder. Est-ce que vous connaissez cette personne? Non, du tout. Ah oui. C'est qui? C'est un fils Alfondary. C'est Alfondary, Christophe Alfondary. Henri. Henri, ben voilà, Christophe, c'est celui qui dirige. Henri Alfondary, oui. Et je sais qu'il est député du canton de Loches. Il est aussi candidat au municipal de Tours. Et il est donc centre droit. Est-ce que c'est un vote potentiel pour vous? Non plus. Pourquoi il se présente? Est-ce qu'il y a trop de gens à droite? J'ai pas vu du tout. Vous n'approuvez pas sa candidature? Non. Elle est de trop pour moi. Je connais pas trop son programme politique. Je connais pas leur programme à tous, donc c'est dur de juger comme ça. J'ai pas envie de voter pour lui. Alors la campagne va se lancer, vous aurez le loisir de développer vos idées, mais peut-être une première réaction. On entend beaucoup de candidatures à droite, c'est une réalité. Écoutez, déjà, ce que je trouve très sympa et très sain, c'est toutes ces personnes qui expriment on ne connaît pas encore leur programme. Et c'est plutôt encourageant, ça veut dire qu'elles vont se déterminer sur ce qu'on aura à leur proposer pour leur quotidien et pour leur ville. Donc je crois qu'on se plaint toujours qu'on a un problème d'espace public, qu'on a un problème de qualité du débat. Et c'est plutôt très encourageant, ça montre qu'il y a une appétence. À nous, les candidats, d'aller vers les électeurs pour leur démontrer qu'on est réellement là pour eux et qu'on va travailler pour eux et pour leur avenir. Voilà, transition toute trouvée, puisqu'on s'intéresse maintenant à votre programme et aux défis que vous allez devoir relever.
Et on va commencer par la sécurité ou l'insécurité, hein, c'est selon. On va jeter un œil sur les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur pour la commune de Tours entre 2023 et 2024, avec des indicateurs en hausse, comme les vols sans violence contre les personnes ou les violences physiques hors cadre familial, et puis d'autres indicateurs à la baisse, comme les vols avec armes, et puis tout ce qui tourne autour du trafic de stupes et de l'usage de stupéfiants. Emmanuel, c'est à vous. Alors, cette question de la sécurité, c'est un sujet essentiel pour les électeurs. Vous avez commencé à en faire l'un de vos thèmes de campagne et vous avez dit vouloir augmenter le nombre de policiers municipaux à Tours. Vous avez cité le chiffre de 120. C'est pas si simple dans une ville comme Tours. Comment vous allez vous y prendre ? Déjà, vous avez raison de dire que c'est pas si simple, tout simplement parce qu'il suffit pas de dire qu'on va augmenter les effectifs, il faut se donner les moyens de le faire. Donc bien sûr, il y a des moyens budgétaires, mais plus que des moyens budgétaires, il y a un problème d'attractivité. Et il faut revaloriser les carrières des agents municipaux si on veut pouvoir avoir plus de policiers municipaux. Par ailleurs, la sécurité, ce n'est pas qu'une question numérique. Il faut aussi prendre les leçons de ce qui n'a pas marché. Et moi, je n'ai jamais compris la droite qui était revenue sur la police de proximité de Jean-Pierre Chevènement. Je pense que la police, ça doit être une police au milieu des citoyens, à pied, dans la rue, dans les transports, de sorte que en vivant à côté de leurs concitoyens, le sentiment d'insécurité diminue. Parce que le sentiment est important. Et il faut pouvoir lutter contre ce sentiment d'insécurité. Et puis la sécurité, bien sûr, c'est des moyens d'enquête, avec la vidéoprotection. Et c'est aussi... Vous voulez augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance ? Oui, je pense que tous les lieux qui permettront d'améliorer les moyens d'enquête, c'est important. Après, j'étais au Fontaine tout à l'heure et dans d'autres quartiers. Si le principe, c'est de mettre des caméras dans les halls d'immeubles qui, au final, vont coûter aux résidents, qui seront dégradés et qui ne serviront à rien, ça n'a aucun intérêt. Il y a un moment, il faut savoir raison garder. Et c'est ça toute la difficulté d'une politique. Je ne veux pas rentrer dans les débats du nombre. Il y en a 106 aujourd'hui à Tours. Réellement, je ne rentrerai pas dans les débats du nombre. Vous avez dit que vous vouliez tout simplement concret, parce que c'est une question précise. Non, mais c'est surtout une question de pertinence. Il y a un moment, ça s'étudie avec les agents, ça s'étudie avec la police nationale, ça s'étudie avec les services de la préfecture. C'est pas une déclaration bête et méchante de dire j'augmente. Elle l'a déjà fait. Elle l'a fait récemment. Elle a d'augmenter le nombre des. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas. Elle l'a et fait. Devant la contrainte, elle a quand même été obligée de le faire. Mais c'est pas suffisant. Et puis, vous savez, l'insécurité, c'est aussi tout un volet sur l'éducation, sur l'aide à la parentalité, dont on ne parle jamais, et qui pourtant produit des fruits extraordinaires. C'est toute la partie prévention. Et comment concrètement vous mettez ça en place, cette partie prévention ? La partie prévention, très clairement, aujourd'hui, il y a la question des écoles, il y a la question de tous ces temps où nos enfants, parce que personne ne s'occupe d'eux, sont dans la rue et vont avoir des propositions qui ne sont pas forcément intéressantes. Et donc, c'est toute la question de l'accompagnement associatif, du sport, de l'accompagnement culturel, des temps scolaires, des temps périscolaires et extrascolaires, de la continuité pédagogique, de toutes ces structures qu'on va mettre en œuvre aussi pour s'occuper des enfants, mais aussi comprendre ce qui se passe dans les familles et chez les parents pour pouvoir aider les parents. Ça peut être aussi des solutions de garde. Je veux dire, un enfant qui est dehors, c'est peut-être un enfant d'une maman ou d'un papa qui travaille à ces heures-là la garde, par et qui exemple, aurait besoin d'une solution de garde municipale développée pour ces enfants-là, c'est ça ? Bien sûr, ça fait Vous l'avez un peu périmétré déjà ? Ça fait partie des points du programme. Et vous allez me demander des chiffres exacts. Oui. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des politiques publiques. Si tout était une question de chiffres, la France serait le pays où tout fonctionne le mieux et Tours serait l'endroit où tout fonctionne le mieux. Quand vous allez, admettons que vous remportiez cette élection, quand vous allez arriver au mois de mars, il faudra être prêt à lancer les choses tout de suite, les chantiers tout de suite. Donc avoir quelques chiffres, c'est pas inutile. Bien sûr. Non, mais je peux avoir des chiffres. C'est pour ça que quand on parle de 120, 138 policiers, on est sur des statistiques. Vous savez qu'il faut un policier municipal pour 1000 habitants. Donc je peux vous donner des ratios comme ça. Maintenant, pour moi, la manière dont on construit une politique publique, on la construit avec les habitants. Vous savez, s'il y a plein de choses qui ne marchent pas, c'est qu'il ne suffit pas de dire je vais faire ou je fais. Il y a un moment, il faut des relais, il faut des leviers sur le terrain. Et qu'il y a une association entre le fait de mettre des agents municipaux, de s'appuyer sur des associations de quartier, des associations de mamans, etc., de mettre à disposition un site, etc. Ça n'est pas fait, ça, actuellement. Non, ce n'est pas fait. Il y a beaucoup de déclarations. Emmanuel Denis va vous dire qu'il a rajouté 1,4 million sur le centre d'action sociale. Par exemple. Maintenant, demandez aux habitants qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, ils sont incapables de vous le dire. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a une question de repérage des bons interlocuteurs. Et d'ailleurs, une campagne, ça sert à ça. Ça vous permet
non pas seulement de vous faire élire, mais de rencontrer tout un tas d'interlocuteurs qui sont dans chaque quartier et sur lesquels demain vous pourrez vous appuyer parce que vous avez pu mesurer ce qu'ils font pour leurs concitoyens là où ils se trouvent. Allez, on va parler d'éclairage public, notamment avec vous, Emmanuel. Pour appuyer votre question, une infographie qu'on va voir tout de suite. Et vous allez découvrir que ce qui reste vert sur cette infographie qui va apparaître, eh bien, c'est la partie éclairée de la ville de Tours. Le reste, c'est un aménagement avec extinction des lampadaires en fonction des horaires, Emmanuel. Alors, je crois que vous avez dit que vous rétabliriez l'éclairage public, ou en tout cas partiellement si vous remportiez cette élection. Il n'y a pas vraiment de lien reconnu entre délinquance et éclairage public. On entend même de plus en plus dire que finalement les actes de délinquance se font à la lumière. C'est quoi l'intérêt ? Alors, il n'y a pas d'automaticité, mais quand même, ça crée réellement de l'insécurité. Et insécurité ou sentiment ? On y revient un peu. Non, les deux. Il n'y a pas d'études qui disent ça. Vous avez le sentiment, mais quand vous êtes une femme, que vous travaillez dans un restaurant, que vous sortez de votre travail à minuit et que vous rentrez à votre domicile à pied, si vous n'avez pas d'éclairage, je vous promets que vous êtes en insécurité. Et beaucoup de personnes vous en témoigneront. C'est pas qu'un sentiment. Et donc l'idée, ce n'est pas absolument pas de remettre l'éclairage de manière partielle. L'idée, c'est qu'on a aujourd'hui de toute façon l'obligation, pour des questions écologiques et budgétaires, de passer l'éclairage en LED et qu'on peut profiter de ces travaux pour avoir des capteurs de mouvement qui permettent d'éclairer le chemin et le parcours jusqu'au domicile. C'est accessible financièrement ? Oui, c'est accessible. Et d'ailleurs, c'est bien que vous parliez d'accessible parce qu'on oublie souvent de le dire. C'est aussi une question d'accessibilité. J'ai dit financièrement, c'est accessible. Financièrement, c'est accessible, mais en plus, c'est aussi une question d'accessibilité. C'est qu'il n'y a pas que la question de l'insécurité. Pour tout un tas de gens, ne pas voir leur chemin, c'est quand même un véritable problème. Et donc financièrement ? Oui, c'est accessible. Mais une fois de plus, financièrement, on ne peut pas dire que notre ville est extraordinairement bien gérée. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas augmenté la dette qu'ils ont bien géré. Quand on ne fait rien, de toute façon, on n'augmente pas la dette. Et ils ont essentiellement rien fait, si ce n'est rajouter un projet de tram à plus de 600 millions d'euros dans la dernière année. Donc, je vous promets qu'il y a des marges en gérant correctement. On va voir ça avec justement un autre défi, celui des mobilités avec vous, Luc. Ben oui, on en parle, c'est parfait. Je vous en prie, on va servir nos transitions. Vous allez revenir sur le tracé de la deuxième ligne de tram ? Et si oui, c'est pour faire quoi ? Où est-ce que vous corrigez le tir ? Alors, je tiens à dire à l'ensemble des Tourangeaux que le problème, ce n'est pas le tramway. Un tramway bien pensé, c'est un équipement extrêmement utile qui permet de lutter contre l'étalement urbain et de décarboner les transports. Donc le tramway n'est pas en cause en tant qu'objet. Ce qui est en cause, c'est son tracé. Parce que son tracé, justement, ne répond pas aux deux principaux critères que je viens de vous donner. Décarboner, lutter contre l'étalement urbain. Parce que pour faire ceci, le tram doit passer par des zones très densément peuplées. C'est la manière dont la ligne 1 du tram avait été faite. Ce n'est pas le cas de la deuxième. Donc vous reviendrez sur le tracé de la ligne de tram ? Je reviendrai autant que possible, si possible en totalité, sur le tracé de la ligne 2 de tram, parce qu'aujourd'hui, son financement n'est pas assuré et mettra en danger les finances de la métropole et de Tours. Je ne rentrerai pas dans la technique de pourquoi ça met en danger les finances de Tours. Ce n'est pas acceptable. Attendez, on va vous permettre de développer, mais est-ce que justement il n'y a pas un risque aussi budgétaire de revenir en totalité, vous dites, sur le tracé, et donc de relancer des études qui seront coûteuses. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de mesures, je me permets juste de souligner... Je vous en prie, non mais vous avez raison de préciser. Il y a beaucoup de mesures qui génèrent des coûts supplémentaires. C'est assez étonnant, on se permet de le dire, d'un député Horizon, quand on connaît la ligne budgétaire très rigoriste que prône Édouard Philippe. Justement, ma ligne budgétaire est bien rigoriste, et plus que ça, elle est celle de quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise, qui prenait le risque en capital, et comme n'importe quel ménage privé, quand vous savez que vous allez dans le mur et que ce que vous faites va vous mettre plus qu'en danger, vous vous arrêtez, quitte à ce que ça coûte un petit peu. Mais si vous voulez, entre perdre 10, pardon pour nos concitoyens, c'est des sommes énormes qui ne veulent pas dire grand-chose pour eux et auxquelles ils n'accéderont jamais. Mais il vaut mieux perdre 10 ou 20 millions d'euros d'études qu'éventuellement, en plus, vous pourrez quand même réutiliser, parce que tout n'est pas perdu, pour refaire un tracé pertinent,
plutôt que de perdre 600, Ouais. Ok. 800 millions Pardon. qui mettront en danger toute la Un ville. mot. Et Vous, quel est va votre parler sentiment? Le d'ambition tracé, et de vous avez une rayonnement, vision, vous pardon. ne pourrez plus faire aucun Stéphane Ries, investissement. Vous avez une vision pour votre ville. Quel tracé vous semblerait plus pertinent? Mais En deux mots. le tracé naturel dont la ville a toujours eu besoin, c'est un tracé est-ouest qui passe par Saint-Pierre-des-Corps, qui dessert la gare, le centre-ville. C'est le tracé qui était prévu potentiellement depuis le départ, dès qu'on a fait la ligne 1, et c'est celui qui a du sens pour l'ensemble de nos populations. Autre sujet majeur, c'est le pont Wilson. Vous avez dit que vous vouliez le rouvrir. Pourquoi est-ce indispensable de le rouvrir à la circulation? Déjà, vous connaissez notre ville. On a une ville avec très peu de ponts. C'est pas facile de franchir la Loire. Que forcément, si vous supprimez un équipement, vous allez créer des engorgements. Qui, d'un point de vue écologique, en termes d'émissions, les bouchons, c'est pas extraordinaire. Et que par ailleurs, vous avez une population de Tours-Nord qui se sent tellement abandonnée qu'elle se demande si elle a eu raison de devenir Tourangelle plutôt que de rester une commune à part entière. On serait mieux occupé d'eux. Donc, à un moment, il faut aussi considérer les gens, avoir des projets pour eux. Il ne s'agit pas de rouvrir tout le pont. Il s'agit de permettre une traversée dans l'axe nord-sud et puis aussi d'avoir une modulation qui permet de continuer à pouvoir le fermer les week-ends à la circulation, en période estivale, sur des choix d'événements, En période estivale, etc. c'est moins important d'avoir cette Oui, parce que tout ça, c'est une question de flux. Quand vous avez beaucoup de flux liés au travail et autres, vous avez besoin de désengorger la ville et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage qui pollue notre environnement et notre air. Et puis quand il y a beaucoup moins de circulation et moins de besoins, vous pouvez laisser ça en accès pour les piétons, pour les vélos, parce qu'il ne s'agit pas de faire un combat contre un usage sur un autre. Tous les usages sont intéressants. Une ville, on veut qu'elle soit marchable, qu'on puisse en faire du vélo. Continueriez le développement des pistes cyclables, ça veut dire? On entend ça? Mais en fait, je vais vous répondre sur la circulation et d'une manière générale sur leur action. Il y a un moment, tout ce qui est intelligent et bien fait, il faut le conserver, le confirmer et même l'amplifier. Quand ils disent qu'ils font un parc à Tours-Nord, c'est très intéressant comme objet. Il faut aller plus loin. Quand quelque chose est parti d'une bonne intention, mais que ça n'a pas été très bien fait, type l'aménagement de la rue Marceau, qui est quand même dangereux et mal compris, il faut le corriger et il faut faire en sorte que ça ne soit plus un problème. Et puis si c'est vraiment bête et mal fait, on le supprime tout simplement. Allez, rapidement, l'attractivité avec vous, Emmanuel. Alors, l'attractivité et le développement de Tours, ça fait partie de vos sujets, avec de gros projets en matière d'infrastructure, et notamment, vous avez parlé de rénovation du parc Expo. Alors, on vous a entendu dire plusieurs chiffres, 6 000, 10 000, 20 000 places. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous envisagez? Alors, vous savez que tous mes concurrents se sentent obligés de se positionner sur une aréna. Faut-il ou pas une aréna? C'est-à-dire, faut-il ou pas une salle de spectacle? Cette salle de spectacle est-elle faite ou pas pour les sports et autres? On sait, du moins les Tourangeaux ne le savent pas tous, que le parc des expos est hors d'âge. Il faudra investir énormément d'argent à court terme sur le parc des expos si on veut le maintenir. C'est une force pour la ville en termes d'attractivité. Il y a eu un événement sur la pétanque, c'était plus de 5000 personnes par jour ce week-end, pendant 3 jours. C'est tous les hôtels, les commerces qui en profitent. C'est un équipement essentiel. Moi, ce que je crois, parce que j'ai bien écouté ce qu'on m'a expliqué, que ce soit les usagers, les professionnels du spectacle et aussi les clubs sportifs, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas faire une aréna et un parc des expositions. Je pense qu'il faut faire un parc des expositions pour le 21e siècle. Et dans ce parc des expositions, il doit avoir une salle modulaire qui permet de faire des spectacles et avoir 6 000 places assises, voire monter jusqu'à 10 000 places. Avec plus 20 000, donc 10 000. Non, mais ça, c'est cohérent. Globalement. 20 000, c'est des chiffres que vous avez dit. Oui, j'avais dit 20 000 exprès pour choquer au départ. Parce que, si vous voulez, quand on fait un projet, il y a un moment, il vaut mieux surdimensionner au départ l'image et après resserrer vers ce qui est le strict nécessaire. Alors, à propos de resserrer, vous parlez aussi d'une maison des Jardins de France, d'une maison des Vins de Loire. C'est le même objet. Hein. C'est le même objet, d'accord. Pour moi, c'est pour dire les choses simplement, avant de mettre des écrins, des chiffres et autres. On a un patrimoine naturel extraordinaire. La Loire est un atout considérable, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et finalement, les Tourangeaux ne vivent qu'assez peu sur leur fleuve. On n'est pas très orienté sur notre fleuve, la ville n'est pas très orientée sur leur fleuve. Sur les projets, donc pour moi, il est essentiel que le fleuve soit un atout du quotidien pour les Tourangeaux, qu'ils y vivent, qu'ils y prennent plaisir, etc. Que ça soit un élément d'identité pour la ville,
pour justement, on parlait d'attractivité, pousser son attractivité vers l'extérieur, faire ce que la ville soit reconnaissable et qu'on y vienne aussi bien touristiquement qu'économiquement et de plaisir. Et que derrière, à l'intérieur de ça, on en profite pour aller agréger tous ces objets qu'on a et dont on ne fait rien. La cité de la gastronomie, que nous avons et dont nous ne faisons rien. On a un patrimoine viticole extraordinaire tout au long de la Loire. Tours a quand même toutes les qualités pour réclamer ça. Nous sommes le jardin de la France. C'est une possibilité. Moi, d'une manière générale, en gestion, sur les grands projets, on proposera des lignes, et ces lignes, à la fin, pour tout ce qui engage les finances de la ville et la morphologie de la vie à long terme, c'est les Tourangeaux qui trancheront par référendum d'initiative locale. Il n'y aura pas de brutalité. Nous, on travaille au mieux, on écoute, et à la fin, c'est les Tourangeaux qui décident si on fait ou si on ne fait pas sur ces très grands projets. Allez, on arrive au terme de cette émission. Henri Alfandari, vous allez avoir 1 minute pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de voter pour vous. Vous allez les regarder justement à cette caméra, et le chronomètre va se lancer quand vous commencerez à dire 7 minutes pour convaincre. Si on peut lancer le chrono, allez-y. Je serai court. Nous aimons tous notre ville, nous voulons être fiers d'y habiter et lui rendre son identité. Alors, les 15 et 22 mars prochains, vous aurez effectué un choix entre celles et ceux qui se sont déjà présentés à vos suffrages et qui ont exercé des responsabilités et qui n'ont rien changé. Et la possibilité de choisir un nouvel avenir, un nouvel élan avec une équipe neuve et des visages nouveaux qui s'engageront à transformer réellement votre quotidien et votre ville. À titre personnel, je m'engage pour un changement profond. Ainsi, le seul vote utile, les 15 et 22 mars prochains, pour changer véritablement notre ville, c'est naturellement voter Alfandari. Merci Henri Alfandari de votre participation. Merci Emmanuel, merci Luc de m'avoir accompagné. Cette émission est à voir et à revoir sur Val de Loire TV, sur le site valdeloire.tv, sur le site de la Nouvelle République. Vous pourrez lire le compte-rendu dans les pages de la Nouvelle République dès demain. Très vite pour un prochain numéro d'En Campagne. Merci.